Cela commence par un cri qui résonne encore à travers le monde. Ils l'ont prise. Dans la nuit du 3 mai 2007, dans la paisible station balnéaire portugaise de Praia da Luz, Kate McCann a fait irruption dans un restaurant où ses amis dînaient. Son visage était pâle, sa voix tremblante, et ces trois mots ont jailli comme un éclair brisant le calme. En quelques minutes, le monde apprendrait que Madeleine McCann, âgée de 3 ans, avait été enlevée de son lit alors que ses parents se trouvaient à quelques mètres de là. Les gros titres ont éclaté du jour au lendemain. Enlevé. Ravi. Un prédateur dans la nuit. Équipes de télévision, fonctionnaires du gouvernement et journaux à travers les continents ont répété la même version des événements comme si elle était gravée dans la pierre. L'histoire est devenue la tragédie d'une enfant volée par un inconnu sans visage. Une histoire si saisissante qu'elle a glacé des millions de cœurs et a fait de la photographie de Madeleine l'une des images les plus reconnaissables de la planète. Mais sous ce flot initial de sympathie et de choc se cache une question plus sombre. Et si l'histoire qu'on nous a racontée n'avait jamais été la vérité? Et si la scène présentée au monde n'était pas du tout un enlèvement, mais quelque chose de soigneusement construit? Une illusion façonnée pour dissimuler ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cet appartement de vacances? L'affaire Madeleine McCann a été qualifiée de l'un des mystères les plus obsédants de notre temps, une énigme qui refuse de s'estomper même après près de 2 décennies. Pourtant, une fois dépouillée des gros titres et de la frénésie médiatique, les preuves laissées derrière murmurent une histoire différente. C'est une histoire de contradictions, de silence, de photographies qui ne correspondent pas à la réalité et de témoignages qui semblent plus répétés que mémorisés. Dès la première nuit, un récit nous a été présenté comme une pièce de théâtre, la fenêtre ouverte, les rideaux flottants, l'enfant disparu. Mais plus on regarde en profondeur, plus ce récit se fracture. Et si le véritable danger n'était jamais à l'extérieur des murs de l'appartement, mais caché à l'intérieur? Et si l'enlèvement n'avait jamais eu lieu, alors la question la plus glaçante demeure: que s'est-il réellement passé? Au centre du récit officiel se trouve une seule image, une photographie qui est devenue célèbre sous le nom de « la dernière photo ». Elle montre une Madeleine McCann souriante portant un chapeau de soleil rose, assise au bord de la piscine de l'Ocean Club, avec son père Jerry et sa sœur. Selon la famille, elle a été prise le 3 mai 2007, quelques heures seulement avant sa disparition. Pendant des années, ce cliché a été traité presque comme une preuve sacrée que Madeleine était en vie cet après-midi-là. Mais que se passe-t-il si cette image n'est pas ce qu'elle prétend être? Des analystes indépendants ont commencé à remarquer des détails qui ne collaient pas. Le premier signal d'alarme a été la lumière. Les ombres sur la photographie tombent presque directement sous les sujets, suggérant que le soleil était très haut dans le ciel. Pourtant, à 14h29 le 3 mai, le soleil aurait déjà dû se déplacer vers l'ouest, projetant des ombres plus longues. Puis vint la météo. Les relevés météorologiques montrent que le 3 mai était principalement nuageux et venteux à Praia da Luz. Mais la photographie révèle un ciel immaculé et un soleil éclatant. Des conditions qui n'existaient pas ce jour-là. Les experts ont conclu que la météo de la photo correspondait au 29 avril, le seul jour de la semaine de vacances des McCann où le ciel de l'Algarve était clair et sans nuages. Ce dimanche a également été enregistré comme le premier jour de la famille à la piscine. Si c'est vrai, alors cette image n'était pas du tout un enregistrement du 3 mai, mais d'un moment antérieur et très différent des vacances. Le problème suivant était les métadonnées, l'empreinte numérique cachée intégrée à chaque photographie, indiquant quand, où et avec quel appareil elle a été prise. Dans ce cas, toutes ces informations avaient été supprimées avant que la photo ne soit diffusée. Les analystes soutiennent que ce n'était pas un accident, mais une suppression délibérée de preuves qui auraient pu confirmer la vraie date. Même l'apparence de Madeleine sur la photo soulève des doutes troublants. Comparé à d'autres images prises pendant le voyage, ses traits semblent légèrement plus âgés, son visage plus défini, comme si la photographie l'avait capturé plus tôt dans la semaine, plutôt que le 3 mai. Si c'est le cas, alors il n'y a pas d'image vérifiable d'elle prise après le 29 avril, un vide glaçant de 4 jours. Pourquoi est-ce important?
parce que la dernière photo n'est pas seulement un souvenir de famille, c'est la clé de voûte qui soutient l'histoire officielle. Si la photo a été mise en scène, altérée ou mal datée, alors la chronologie s'effondre. Le récit de l'enlèvement du 3 mai devient impossible à soutenir. Le monde a vu une image censée rassurer, mais elle pourrait plutôt être le premier signe d'une dissimulation. Quand Kate McCann est retournée à l'appartement dans la nuit du 3 mai, elle a décrit une scène qui serait répétée sans fin à travers le monde. La fenêtre de la chambre grande ouverte, le rideau flottant dans la brise nocturne et Madeleine disparue sans laisser de traces. C'était une image faite pour les gros titres, un symbole parfait d'une enfant enlevée dans l'obscurité. Mais quand les enquêteurs ont examiné l'appartement lui-même, les faits racontaient une toute autre histoire. La fenêtre qui aurait servi de point d'entrée aux ravisseurs ne montrait aucun signe d'effraction. La serrure était intacte, le loquet non brisé, et le cadre ne portait ni rayures ni dommages. Un cambrioleur forçant son passage aurait laissé des marques sur le bois ou le verre, mais aucune n'a été trouvée. La seule empreinte digitale retrouvée sur la fenêtre n'appartenait pas à un intrus, mais à Kate McCann elle-même, la personne même qui a prétendu l'avoir découverte ouverte. Sous cette fenêtre se trouvait un parterre de fleurs mous. Son sol était fragile, facilement perturbé par le poids. Si quelqu'un était sorti en portant un enfant, la terre aurait enregistré l'intrusion avec des empreintes de pas, des tiges brisées ou des marques de frottement. Pourtant, le sol était intact, aussi vierge que si personne n'y avait été du tout. Le rideau aussi trahissait l'histoire. Pour qu'il flotte de manière spectaculaire dans le vent, comme Kate l'a décrit, les volets auraient dû être grands ouverts. Mais les enquêteurs ont conclu qu'ils n'auraient pas pu être forcés de l'extérieur sans laisser de traces, et aucune n'a jamais été trouvée. Pièce par pièce, la prétendue scène de crime s'est dissoute. Pas de fibres étrangères dans la literie, pas de cheveux ou d'ADN d'un intrus inconnu, pas d'empreintes de pas s'éloignant de l'appartement dans la nuit. Chaque indice médico-légal pointait non pas vers un étranger forçant l'entrée, mais vers l'absence de celui-ci. Cela laisse une possibilité glaçante. Si personne n'est entré par effraction, alors peut-être que l'enlèvement n'a jamais eu lieu. Peut-être que ce qui a été montré au monde n'était pas la preuve d'un crime, mais une scène soigneusement mise en scène destinée à en créer l'illusion. La fenêtre ouverte, le rideau flottant, le lit vide, symbole d'un enlèvement que la réalité médico-légale ne pouvait pas soutenir. Et si la scène de crime elle-même était une mise en scène, alors l'histoire qu'on nous a racontée depuis le tout début pourrait être moins celle d'un ravisseur dans la nuit et plus celle de la fabrication d'un alibi. Quand les enquêteurs britanniques ont fait appel à leur équipe canine la plus fiable, l'histoire de Madeleine McCann a pris un tournant dramatique. Eddie, un chien renifleur de cadavres, entraîné à détecter l'odeur de restes humains, et Keela, un chien détecteur de sang avec un dossier impeccable, sont entrés dans l'appartement 5A, l'appartement de vacances des McCann. Leurs réactions ont été immédiates, glaçantes et indéniables. Eddie a signalé quelque chose derrière le canapé du salon. Il a de nouveau signalé quelque chose dans la chambre où Madeleine avait dormi. Il a détecté l'odeur sur les vêtements de Kate McCann, sur la clé de la voiture de location de la famille, et même sur le jouet préféré de Madeleine, Cuddle Cat. Keela, travaillant indépendamment, a confirmé la présence de sang humain aux mêmes endroits. Quelques jours plus tard, lorsque les chiens ont été emmenés vers la Renault Scénic, la voiture que les McCann avaient louée des semaines après la disparition de Madeleine, tous deux ont réagi à nouveau. Pour des maîtres chiens expérimentés, ce n'étaient pas des alertes aléatoires. Elles racontaient une histoire de mort et de dissimulation. Pourtant, le détail le plus frappant n'était pas l'endroit où les chiens ont réagi, mais là où ils n'ont pas réagi. Ni Eddie ni Keela n'ont donné de réponse près de la fenêtre de la chambre. L'endroit même où Kate McCann a affirmé qu'un ravisseur était entré et s'était échappé avec Madeleine. Aucune odeur de mort, aucune trace de sang, aucune indication que quelqu'un avait transporté un enfant par cette voie. Le prétendu point d'enlèvement était silencieux. Dans d'autres cas, de telles alertes auraient remodelé une enquête. Eddie et Keela avaient joué un rôle essentiel dans d'innombrables enquêtes pour meurtre au Royaume-Uni. Les tribunaux avaient fait confiance à leur découverte. Les détectives avaient suivi leur flair jusqu'aux victimes enterrées et aux preuves cachées.
Mais dans le cas de Madeleine, leurs alertes ont été écartées, jugées peu fiables ou simplement ignorées. Richard D. Hall et d'autres enquêteurs indépendants ont posé la même question. Pourquoi? Pourquoi ces chiens, considérés comme la référence dans tous les autres cas, seraient-ils soudainement traités comme si leur sens était sans valeur? Était-ce parce que leur découverte pointait vers une réalité trop gênante pour le récit officiel? Ensemble, les chiens ont brossé un tableau sombre, non pas celui d'un étranger s'introduisant et volant un enfant, mais de quelque chose de terrible se produisant à l'intérieur de l'appartement des McCann lui-même. Et si leur flair était juste, Madeleine n'a jamais quitté cet appartement vivante. Alors que le récit officiel de l'enlèvement commençait à montrer des fissures, une série de prétendus suspects ont émergé. Des fantômes qui sont apparus juste au bon moment pour maintenir l'attention sur l'idée d'un inconnu dans la nuit. Richard D. Hall les appelle des suspects fantômes, car chacun d'eux ressemblait moins à une piste réelle qu'à un personnage dans une pièce de théâtre soigneusement construite. Le premier était l'homme de Tanner. Jane Tanner, une amie des McCann et membre du groupe Tapas dînant avec eux, a affirmé avoir vu un homme marcher rapidement de l'autre côté de la rue, portant un enfant en pyjama pâle vers 21h15. Son témoignage est devenu le pilier de la théorie de l'enlèvement. Pourtant, il y avait des problèmes flagrants. Au même moment, Jerry McCann se tenait à proximité, parlant avec un autre vacancier, Jeremy Wilkins. Ni Jerry ni Wilkins n'ont vu Jane Tanner, et aucun des deux n'a vu d'homme portant un enfant. Comment une femme pouvait-elle voir ce que deux hommes, à quelques mètres seulement, ont complètement manqué? Puis vint l'homme de Smith. La même nuit, une famille irlandaise a rapporté avoir vu un homme portant un enfant endormi dans les rues faiblement éclairées de Praia da Luz. Au début, cela ressemblait à une autre piste prometteuse. Mais des mois plus tard, Martin Smith a admis quelque chose de troublant. L'apparence de l'homme, sa façon de marcher, lui rappelait fortement Jerry McCann lui-même. Si c'était vrai, c'était explosif. Pourtant, les médias ont rapidement enterré l'histoire, la traitant comme non pertinente au lieu d'en enquêter sur les implications. Ensuite, ce fut l'homme de sa Grèce, un touriste polonais accusé d'avoir photographié des enfants de manière suspecte sur une plage quelques jours avant la disparition de Madeleine. Le récit le décrivait comme un prédateur rôdant aux alentours. Mais les chronologies et les témoignages se sont rapidement effondrés sous l'examen minutieux. Il avait déjà quitté le Portugal avant le 3 mai. Pourtant, les gros titres ont porté son nom, distrayant le public avec une autre figure fantomatique. Des années plus tard est apparu le père de la crèche, la prétendue révélation que l'homme de Tanner n'était qu'un père innocent, ramenant son propre enfant de la garderie du complexe. Cette solution est arrivée 6 ans après la disparition de Madeleine, juste au moment où le témoignage de Tanner était devenu trop faible pour être maintenu. Pour Hall, c'était une retouche rétroactive, une manière commode de clore un détail fragile sans saper l'histoire de l'enlèvement. Pris ensemble, ces suspects forment un modèle. Chacun a été introduit lorsque la pression montait, lorsque les doutes sur le récit officiel devenaient trop bruyants. Chacun a ramené l'attention du public vers l'idée d'un ravisseur sans visage et l'a détourné des questions inconfortables concernant les McCann eux-mêmes. Ce n'étaient pas de véritables suspects dans une enquête réelle, affirme Hall. C'étaient des accessoires dans une histoire, des fantômes conjurés pour préserver l'illusion. Et en chassant ces fantômes, le monde a peut-être été entraîné de plus en plus loin de la vérité. La nuit où la disparition de Madeleine a été signalée, Kate et Jerry McCann n'étaient pas seuls. Ils dînaient avec un cercle proche d'amis, 7 adultes, qui seraient connus sous le nom de Tapas 7. Leur témoignage aurait dû apporter de la clarté, éclairant les heures critiques où Madeleine a disparu. Au lieu de cela, leurs mots ont formé quelque chose de bien plus troublant, un mur de silence. Dès le début, leurs récits se sont alignés avec une précision déconcertante. Chacun a répété la même histoire principale du soi-disant système de vérification, où les parents étaient censés quitter la table du dîner à intervalles pour vérifier leurs enfants dormant dans les appartements voisins. De petits détails variaient. Les minutes se confondaient, les itinéraires changeaient, mais la structure centrale restait intacte, presque répétée. Les enquêteurs ont rapidement remarqué que le témoignage semblait trop soigné, trop cohérent. Les vrais souvenirs, surtout ceux des nuits remplies de peur et de confusion, sont désordonnés.
Ils se contredisent, se fracturent, évoluent. Ceux-ci ne le faisaient pas. Lorsque la police portugaise a examiné les chronologies de plus près, des problèmes sont apparus. Certaines des vérifications se chevauchaient de manière ce qui avait peu de sens. Il y avait de longues périodes où les enfants étaient laissés seuls. Et surtout, le timing de ces visites ne laissait presque aucune opportunité réaliste à un ravisseur de s'introduire sans être vu. Le système, plutôt que de prouver que Madeleine était en sécurité, semblait conçu pour créer l'apparence de la vigilance. L'inspecteur Tavares de Almeida, l'un des enquêteurs principaux, est devenu soupçonneux. Son rapport de 2007 a conclu que Madeleine était probablement morte à l'intérieur de l'appartement et qu'un enlèvement mis en scène avait été utilisé pour le couvrir. Il soupçonnait que les Tapas 7 en savaient plus qu'ils n'admettaient, peut-être même protégeant les McCann eux-mêmes. Des allégations de pacte de silence ont commencé à circuler, un accord tacite selon lequel la loyauté et la réputation l'emporteraient sur des vérités inconfortables. Le groupe, par l'intermédiaire du porte-parole des McCann, Clarence Mitchell, a nié les accusations. Ils ont affirmé qu'ils respectaient simplement les lois portugaises sur le secret judiciaire. Pourtant, le silence a perduré, non seulement en 2007, mais en 2017 et même aujourd'hui. Aucun membre du groupe n'a jamais brisé les rangs. Leurs voix restent unies, leurs déclarations rigides, même si les souvenirs qui devraient naturellement s'estomper avec le temps restent figés. Hall qualifie ce silence de forme de complicité passive, non pas en mentant activement, mais en refusant de contester, en choisissant la loyauté plutôt que la clarté. Le silence est devenu autopréservation, et l'autopréservation est devenue protection. La presse britannique, favorable aux McCann, a rarement pressé le groupe avec des questions difficiles. Au lieu de cela, leur retenue a été présentée comme de la dignité, plutôt que comme un motif de suspicion. Mais les implications sont stupéfiantes. Si le témoignage des Tapas 7 était coordonné, alors toute la chronologie officielle de la disparition de Madeleine, la colonne vertébrale même du récit de l'enlèvement, s'effondre. Les vérifications, les dernières observations, les alibis, tout cela pourrait n'être rien de plus qu'une fiction soigneusement construite. Et si c'est vrai, alors le silence de cet ami pourrait être le plus grand obstacle entre le monde et la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Madeleine McCann. Les mots peuvent être plus révélateurs que les empreintes digitales. Dès la première nuit, les déclarations de Kate et Jerry McCann ont véhiculé des indices subtils, des phrases et des omissions que les experts estiment avoir trahi plus qu'ils ne le voulaient. Considérez le cri tristement célèbre de Kate. Ils l'ont prise. Au début, cela sonne comme l'explosion désespérée d'une mère choquée. Mais des analystes de déclarations comme Peter Hayat soulignent son étrangeté. Pourquoi parler immédiatement d'enlèvement? Pourquoi ne pas dire « elle est partie » ou « Madeleine a disparu » ? Les mots semblaient moins relevés de la découverte que d'une connaissance prescriptive. Un récit instantané d'enlèvement formé avant même que toute preuve n'ait été recueillie. Puis il y a le choix particulier de formulation de Jerry dans les interviews. Interrogé sur le sort de sa fille, il a un jour déclaré « Il n'y a aucune preuve que Madeleine ait subi des préjudices. En surface, cela semble rassurant. Mais pour Hayat, cela ressemblait au langage d'un avocat, pas d'un père en deuil. Cela ne niait pas explicitement le préjudice, cela l'évitait. Un vrai déni est simple et direct, nous ne lui avons pas fait de mal. Pourtant, aucun des parents n'a jamais prononcé ces mots simples. Au lieu de cela, ils se sont appuyés sur des phrases persuasives comme « Nous ne lui ferions jamais de mal », un langage conçu pour convaincre, non pour déclarer. Le moment le plus troublant est peut-être survenu lorsque Jerry a été pressé de questions sur les chiens détecteurs de cadavres. Leurs alertes concernant l'appartement et la voiture de location étaient dévastatrices. Au lieu de confronter les preuves, Jerry les a rejetées avec sarcasme. Demandez aux chiens. Hayat appelle cela un signal d'alarme, transformer des preuves accablantes en ridicules plutôt que de les aborder honnêtement. Même les lapsus offraient des aperçus troublants. À un moment donné, Jerry a commencé à se souvenir de l'alarme de Kate. Elle ne peut pas être, avant de s'interrompre. Hayat suggère que le mot manquant était morte. Ce fut une fracture momentanée, un aperçu de l'indicible. Et puis il y a le silence.
Malgré toutes leurs interviews, conférences de presse et déclarations soigneusement formulées, les McCann n'ont jamais prononcé un déni direct et sans équivoque. Nous n'avons pas tué Madeleine. Cette absence est, selon l'analyse de Hyatt, plus assourdissante que n'importe quel cri. Le silence, insiste-t-il, est en soi une confession. Morceau par morceau, les mots des parents reflètent le même schéma que celui observé dans l'épreuve. Un récit construit pour la persuasion, non pour la vérité. Une narration là où un déni brut devrait se trouver. Convaincre là où la clarté devrait s'exprimer. Et dans ce silence, où les mots les plus simples manquent, les analystes entendent la vérité la plus glaçante de toutes, que Madeleine n'a pas disparu dans la nuit, mais est morte dans l'appartement, et que l'histoire de l'enlèvement a été construite pour le cacher. Si les preuves à l'intérieur de l'appartement ont soulevé des doutes, et si les mots des parents les ont approfondis, alors le rôle de la politique et des médias a construit une forteresse autour du récit officiel. Dès le début, les McCann n'ont pas été traités comme des parents ordinaires dans une affaire d'enfants disparus. Ils ont été protégés, mis en avant et défendus par certaines des institutions les plus puissantes de Grande-Bretagne. Au centre de tout cela se trouvait Clarence Mitchell. Ancien chef de l'unité de surveillance des médias du gouvernement britannique, Mitchell a été envoyé pour gérer l'histoire des McCann. Son travail n'était pas simplement de répondre aux questions, mais de contrôler l'angle sous lequel l'affaire était perçue. Il a admis ouvertement que son rôle était de façonner ce qui paraissait dans la presse. Pendant plus d'une décennie, il est devenu le porte-parole principal de la famille, alimentant des centaines d'histoires dans les journaux, introduisant des angles qui renforçaient la théorie de l'enlèvement et attaquant quiconque suggérait le contraire. Les responsables portugais l'ont accusé de manipulation, de tordre la réalité avec un sourire. En coulisses, d'autres forces ont œuvré pour neutraliser les preuves. Lorsque des échantillons d'ADN de l'appartement et de la Renault Scénic ont été envoyés au service de sciences forensiques du Royaume-Uni, les résultats penchaient vers Madeleine. Pourtant, la conclusion officielle les a qualifiés d'indéterminés. Ce seul mot a donné aux autorités le prétexte pour écarter les alertes accablantes d'Eddie et Killa, pour enfouir la science inconfortable sous une imprécision technique. Pendant ce temps, la pression politique s'est intensifiée. Quelques jours après la disparition de Madeleine, des diplomates britanniques sont arrivés à Praia da Luz. Le Premier ministre Gordon Brown est personnellement intervenu, faisant pression sur les autorités portugaises et assurant finalement la destitution du détective Gonçalo Amaral, qui avait commencé à soupçonner les parents. Une telle ingérence directe était sans précédent, transformant ce qui aurait dû être une enquête criminelle en une tempête diplomatique. Les rumeurs d'implication du MI5 n'ont fait qu'ajouter au sentiment qu'il ne s'agissait pas d'une affaire ordinaire. Et à travers tout cela, les médias n'ont pas agi en tant que chiens de garde, mais en tant que complices. Les tabloïds britanniques ont étalé chaque prétendue observation, chaque suspect, fantôme, sur leur première page. Ils ont amplifié l'homme de Tanner, l'homme de Smith et les fantômes d'étrangers. Mais ils ont minimisé les chiens, l'ADN, les contradictions. Ils ont créé une campagne mondiale, faisant de Madeleine une marque reconnue lors des matchs de football et des audiences papales, tandis que les réalités médico-légales étaient discrètement mises de côté. La conclusion de Richard D. Hall est sombre. Si Madeleine est morte vers le 29 avril, comme il le soutient, alors ce qui a suivi n'était pas une recherche de la vérité, mais une dissimulation coordonnée. La mort d'une enfant est devenue non seulement une tragédie familiale, mais une responsabilité politique, enfouie sous des couches de contrôle narratif. Et ainsi, nous restons avec un avertissement qui va bien au-delà d'un seul cas. Si les gouvernements, les médias et les institutions peuvent réécrire l'histoire d'un enfant disparu, que peuvent-ils réécrire d'autres? Quand les preuves peuvent être qualifiées d'incommodantes, quand le silence peut être confondu avec la dignité, quand le pouvoir décide quelle vérité est autorisée à faire surface, alors la vérité elle-même devient fragile, peut-être même jetable. La disparition de Madeleine McCann pourrait rester à jamais non résolue, mais ce qu'elle a révélé est clair. Le prédateur le plus dangereux n'était peut-être pas du tout à l'extérieur de l'appartement. Il pourrait s'agir de la machinerie d'influence, politique, médiatique et institutionnelle, œuvrant pour s'assurer que le monde ne sache jamais ce qui s'est réellement passé à Praia da Luz.